Monsieur le ministre, cher Éric Besson, mesdames et messieurs les ministres et les ambassadeurs, chers amis. Identité nationale, virgule, identité européenne. Ce qui est intéressant dans un texte, dans un énoncé, c'est parfois, et c'est même souvent, la virgule. La virgule est là pour indiquer un lien à construire nous-mêmes entre les deux parties d'un énoncé. Identité nationale, virgule, identité européenne. C'était le cas, par exemple, lorsqu'au moment de la campagne autour du traité de Maastricht, un président de la République française, que j'ai eu la chance de connaître un peu, avait dit « La France est notre patrie, virgule, l'Europe est notre avenir ». Dans cette virgule, il y avait tout l'espace de liberté qui nous était laissé pour bâtir nous-mêmes notre rapport entre notre nation et cet avenir collectif et européen, dans toute sa richesse, toute sa diversité, toute sa force démultiplicatrice. Identité nationale, virgule, identité européenne. Ce qui compte, c'est donc bien d'éviter que la virgule soit là pour séparer, pour opposer, ou même simplement pour juxtaposer. Elle doit nous laisser faire la moitié de la phrase, comme disait Voltaire, c'est-à-dire inventer le lien que nous souhaitons instaurer entre ces différentes identités et ces différents niveaux d'identité qui nous façonnent tous et dont nous avons, je crois, la charge d'orchestrer au mieux l'enrichissement réciproque. À cet égard, il me semble que nous posons aujourd'hui la question de l'articulation des identités à de nombreux niveaux. Il y a d'abord le niveau national, qui a été le grand gagnant de l'histoire moderne de l'Europe, avant d'être, à raison, mais aussi parfois avec excès, considéré comme un repoussoir. Mais il y a aussi le niveau que je dirais régional ou local, qui à la fois nourrit les identités nationales, qui se font plus ou moins efficacement dans le creuset d'une nation, qui déborde parfois aussi les nations pour créer des solidarités frontalières, anciennes ou renouvelées, et qui souvent encore se pensent en compétition avec la puissance intégratrice des nations. L'admirable livre de Mona Ozouf, Composition française, en offre un singulier et remarquable exemple. Ensuite, il y a le niveau européen, dont les géométries variables dépendent de l'histoire, de la géographie, de lignes de force souvent très difficiles à bouger. Et puis il y a encore un autre niveau, celui d'un multiculturalisme ouvert sur le monde, qui est notre vent du large, notre manière d'être un continent accueillant et novateur, mais qui, bien sûr, pose aussi des questions spécifiques et souvent inédites, nouvelles à l'Europe et aux nations qui la composent. En un sens, si l'on considère bien ces quatre niveaux, notre grand défi contemporain me semble donc bien d'apprendre à articuler ces différentes identités auxquelles nous participons et auxquelles nous sommes confrontés, que nous portons aussi en nous-mêmes parfois, jusqu'à nous demander comment les concilier. Car chacune a sa logique propre, chacune pourrait tendre à soumettre les autres à sa loi, et nous sommes devenus, à juste titre, très sensibles aux identités trop hégémoniques. Notre grand défi aujourd'hui, me semble-t-il, c'est de trouver la manière d'articuler toutes ces puissances historiques, un peu comme les moralistes intelligents
utiliser les passions au lieu de les éradiquer. Il s'agit de faire dialoguer toutes ces identités pour construire une communauté de destin assumée et ouverte. Pour cela, pour nous y retrouver dans la richesse de toutes ces combinaisons, il me semble que nous avons besoin plus que jamais de principes clairs, de règles du jeu lisibles. Je pense par exemple à la notion de subsidiarité. Au fond, chacun d'entre nous, de plus en plus, doit se construire au niveau individuel sa propre subsidiarité à lui, entre ses différentes identités, pour les faire s'enrichir, s'enclencher au mieux, et pour que se développe au mieux encore sa propre personnalité. C'est la même chose que nous devons faire, il me semble, en Europe, en intégrant les cultures et les ressortissants des autres continents comme une chance de dialogue avec le monde. À cet égard, la culture me semble un lieu privilégié, car dans son laboratoire, dans son espace protégé, dans son système isolé, comme disent les physiciens, il est possible d'essayer, d'expérimenter, de montrer la viabilité des interactions, des dialogues entre les différentes identités. La culture est par excellence le laboratoire de nos métissages à venir. Et j'insiste sur ce point, l'identité, c'est la culture. Ce sont les patrimoines, les monuments, les paysages, souvent travaillés par la main de l'homme. Ce sont les langues. Claude Agege en a parlé mieux que quiconque. Une identité, c'est un dictionnaire amoureux des paysages, mais aussi des chansons, de ces riens que l'on fredonne, mais qui capturent le temps et gardent le parfum de nos émotions individuelles et collectives. Il est évident pour moi que tout cela n'est pas, en tant que tel, l'objet d'une législation, mais d'une politique culturelle, qui est l'une des grandes réponses à la prolifération des identités. Et c'est pourquoi une politique européenne de la culture est plus que jamais nécessaire dans le contexte général de la mondialisation. C'est pourquoi aussi je me bats personnellement pour la bibliothèque numérique européenne, car le mode participatif propre à Internet correspond parfaitement aux nouvelles manières de s'approprier et de partager des patrimoines. Car sur le terrain, c'est parfois plus difficile. Et pour cela, il faut également des principes, des règles du jeu qui permettent le sain dialogue des différences. Et qui dit règles, dit aussi nécessairement, inévitablement, des limites. Peut-être que dans un pays féministe, déjà au XVIIIe siècle, où une Madame du Châtelet pouvait être une des plus grandes scientifiques de son temps, l'une des meilleures spécialistes de Newton, elle qui se trempait les mains dans l'eau froide la nuit pour ne pas s'endormir et pouvoir continuer à faire ses expériences, dans un tel pays, il ne faut pas s'étonner, en dehors de tous les aspects juridiques et politiques, qu'une sorte de vêtement ostentatoire ne passe pas. Là, il y a une identité multiculturelle qui remet en cause trop violemment une forme de consensus éthique trop ancien et trop profond pour être l'objet d'un compromis. En revanche, d'autres manifestations culturelles et culturelles, je pense par exemple aux grandes fêtes du Ramadan par exemple, n'ont rien qui puisse heurter les sensibilités et les identités lentement établies au cours des siècles et au gré des débats et parfois des combats dont l'histoire est tissée. Elles s'installent dans la perspective des pratiques culturelles et religieuses propres à l'ensemble des populations européennes. On voit bien ici que le principe est toujours celui d'une subsidiarité entre les différentes identités, une sorte de négociation tacite qui va parfois jusqu'au débat explicite,
mais qui souvent restent quasiment de l'ordre du réflexe. De nombreux réglages, pour utiliser le mot que je trouve finalement le plus commode, de nombreux réglages dont on ne parle pas se font en fait continuellement, naturellement. Chacun fait un pas dans le sens de l'autre et les identités trouvent leur articulation pour le plus grand bien de tous. Je prends un exemple. Un des plats français les plus populaires, c'est le couscous. Le réglage s'est fait d'une manière totalement naturelle et simple. Tu as été applaudi, tu as noté? Oui, monsieur, nous mangerons un couscous ensemble, monsieur. Madame. Bah, vous m'en ferez un alors, s'il vous plaît. Tu m'inviteras? Oui. C'est la même chose au niveau européen. Le multiculturalisme peut accuser et accentuer nos différences nationales. On sait que la France est souvent pointée du doigt, mais parfois aussi imitée pour sa politique de laïcité, très différente par exemple du modèle anglo-saxon. Et en un sens, c'est une chance d'être mis au défi de trouver, au niveau européen, de nouveaux socles communs face à des problématiques nouvelles, de nous remettre en question, de nous demander si, finalement, la manière de faire du voisin ne serait pas la meilleure. Certains Français se tournent vers le modèle anglo-saxon d'intégration. Parfois, ce sont les Anglais ou les Hollandais qui se penchent avec intérêt sur une certaine forme de rigueur française vis-à-vis d'identités jugées trop ostentatoires. Et petit à petit, j'en suis persuadé, c'est l'Europe qui gagne et qui se crée une nouvelle identité forgée dans les défis nouveaux du XXIe siècle, au lieu d'en rester simplement à l'immobilisme de l'acquis, à la juxtaposition d'identités qui meurent à vouloir demeurer fixées. Car au fond, ce qui fait la force et la richesse d'un pays, comme la France et comme le continent européen, c'est le mouvement. Je vous remercie.